Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonjour à tous, les vraies voix de l'été et sa préparation du week-end. Repos, boulot, retour de vacances, rendez-vous festif, vous serez logé dans différentes enseignes, oui. Mais ici, avec nos trois vraies voix, vous êtes sur un pied d'égalité. Quelles que soient vos idées, notre devise, sérieux et souriant. Et vous réagissez à propos de cette actualité via le standard de Sud Radio au 0826 300 300. Ici, c'est du parlons vrai. Vous allez voir. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, vous allez voir, parce que quand je dis plusieurs univers politiques, nos vraies voix du jour viennent d'horizons différents. Philippe Bouriaki. Bonsoir Philippe. Je dis bonsoir, bonjour, on ne sait pas encore. 17h, c'est pénible. Hein. Si je prenais l'antenne à 18h, je serais bien. Mais on va sortir un décret. Vous êtes conseiller régional Île-de-France, commissaire aux sports et aux Jeux Olympiques et Paralympiques, co-porte-parole national d'écologie au centre. C'est ça. Nous avons aussi un autre habitué des vraies voix de l'été, Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Bon, on l'a dit, un peu plus à droite que Philippe Bouriaki. Du coup, on peut dire ça comme ça. Bonsoir Frédéric. bonsoir. Et puis alors encore un peu plus à droite, du coup, Alexander Nikolic, qui fait sa première, député européen et président du groupe RN au Conseil régional du Centre Val-de-Loire. Bonsoir Alexander. Et bonsoir à vous et aux auditeurs. Bienvenue. Hein. Merci pour cette invitation. Vous n'hésitez pas, parlons vrai. À votre place lundi, il y avait une militante Europe Écologie Les Verts. Vous voyez, tout le monde est bienvenu. Voilà, que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. Allez, alors du coup, vous allez vous régaler parce qu'en plus tous les trois vous êtes des sportifs et écoutez bien le programme. C'est parti. Ils sont multimillionnaires, ont assuré l'avenir de leurs descendants sur plusieurs générations. Les joueurs de football survolent les problématiques financières de notre époque. Pour cela, les clubs doivent payer cher. Du coup, l'accès à la diffusion de leurs matchs vaut une fortune. Et au bout de la chaîne, monsieur et madame tout le monde, vous et nous saignons pour regarder le foot à la télé. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Nous vous poserons la question à 17h30 pour notre grand débat. #droit TV. Avez-vous envie de regarder les matchs de Ligue 1 de football à la télévision? Vous nous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Ça promet et ça sera un débat passionné. Et puis le défilé des partis politiques dans les jardins de l'Élysée se poursuit depuis ce matin. Le président de la République reçoit pour évoquer le sujet qui taraude nos esprits entre deux parenthèses olympiques. Quel Premier ministre à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale? D'où la question de notre coup de projecteur. #Premier ministre, ça sera à 18h40. Les rencontres avec les partis politiques peuvent-elles influencer le choix d'Emmanuel Macron? J'en connais qui ont le sourire aux lèvres. D'ailleurs, je regarde autour de la table, les trois sont pliés de rire. Bon, vous donnez dès maintenant votre avis sur la question sur le compte X de Sud Radio. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300, tout comme l'a fait Hakim, parce que c'est important. Hakim réagit, on l'a déjà eu il y a 2 jours, il réagit au débat d'hier, c'est une espèce de feuilleton. La parole à Hakim. Bonsoir à tous, Hakim de Vaujour. Je vous aime bien Sud Radio, c'est vrai, sincèrement. Mais je suis tombé sur un milieu de conversation. Vous deviez sûrement parler de l'allocation de rentrée scolaire. Mais je trouve que dans le discours ambiant, il y a une espèce de défiance anti-pauvre. Je ne sais pas pourquoi. On entend toujours cette espèce de rengaine, ils vont acheter des écrans plats avec les allocs. Mais franchement, intéressez-vous juste un petit peu à qui bénéficient de ces allocs. Dans tout le tas de gens sur lesquels vous crachez votre haine, parce que moi je la ressens sincèrement autrement, de cette manière-là, je suis quelqu'un de sensible de nature. Donc vraiment, je ressens cette haine-là dans le discours. Et quand je vous disais, parce que je suis le Hakim du message que vous avez diffusé hier, que la France est un pays qui se déteste, qui ne s'aime pas, et ben en écoutant vos discours-là, c'est la vérité, vous me confirmez ce que je dis. Le beau, il est réservé à une élite, et les pauvres, alors ils n'ont pas le droit de s'acheter un gâteau au chocolat parce que ça leur fait plaisir. Vous le faites bien, vous. Bon, voilà, Hakim. Alors, Hakim qui nous avait fait un très beau message en disant « J'ai l'impression qu'on ne s'aime pas entre Français, mais aimez-vous, on est dans un beau pays. » Donc voilà, je resitue dans le contexte. Bon, il y a eu effectivement ce débat sur l'allocation de rentrée scolaire et une majeure partie des auditeurs de Sud Radio ont dit que en fait, c'était utilisé non pas à des fins de ce à quoi c'est censé servir, c'est-à-dire acheter des fournitures scolaires. Qu'en pensez-vous, cher Philippe Bouriaki?
Je pense que dans la majorité des cas, ça sert réellement pour acheter des fournitures scolaires. Effectivement, il y a toujours des gens à la marge qui fraudent et qui en font une autre destination, mais ils sont marginaux et c'est une minorité. Mais peut-être qu'il faudrait revoir ce dispositif et que ça soit des bons directement. Alors voilà, alors ça c'est intéressant, c'est notre feuilleton finalement, l'allocation de rentrée scolaire. Il a été évoqué cela, encore une fois hier. Je crois que c'était Naïma M. Fadel d'ailleurs qui était assise à votre place, Philippe Bouriaki. Il a aussi été question, Mathieu Hoc, non pas en fait d'une rémunération, enfin d'une somme versée, mais plutôt d'une mise à disposition de matériel par les établissements eux-mêmes pour que ce soit plus transparent. Votre point de vue? C'est une bonne mesure, ça sera une mesure de bon sens effectivement. Après, moi je suis pas forcément pour flécher les aides. Je pense qu'il faut revoir en fait ce que ce débat dénonce dans notre société, c'est plutôt la question du modèle redistributif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde en termes de déciles qui contribuent aux dépenses publiques, donc aux dépenses publiques par les prélèvements obligatoires et notamment par les prélèvements sur l'impôt sur le revenu qui n'est payé que par 50% des ménages, et quand on regarde qui en bénéficie, il y a effectivement les classes moyennes qui se sentent abandonnées parce que pas assez riches pour pouvoir bénéficier du système, mais pas assez pauvres également pour pouvoir bénéficier des prestations sociales. Et donc, et des prestations sociales, mais également des dispositifs tels que l'allocation rentrée. Et donc, la question qui est posée, je pense plus globalement, au-delà de est-ce qu'il faut flécher les aides ou pas, c'est plutôt de réévaluer ce dispositif pour qu'il soit beaucoup plus universel. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que depuis 2012, depuis que François Hollande a sacrifié la politique familiale et en enlevant l'universalité de la politique familiale, les classes moyennes n'ont plus accès à des prestations et des transferts de l'État. Et c'est bien problématique. Voilà. Et là aussi, Mathieu Hoc, c'était un élément qui ressortait du débat. C'est important qu'on fasse le suivi. Alexandar Nikolic, alors il y a effectivement ce message de Hakim qui nous dit vous êtes un peu violent, est-ce qu'on est obligé? Bon, il se trouve quand même que c'est de l'argent qui vient des collectivités, donc il y a forcément un tracé aussi, quoi. Oui, moi je suis plutôt pour qu'on cible effectivement et pour soit par un système de dons, soit par un système de bons, ou un système de matériel qui est fourni directement, mais mettons en place un cercle vertueux. Le mieux c'est d'avoir des bons pour des produits qui sont fabriqués en France, si on peut par exemple, pour recréer des industries avec des financements publics qui vont permettre ensuite de recréer de l'emploi à proximité, créer de la richesse, de la fiscalité supplémentaire d'ailleurs localement, et c'est ce qui manque dans notre pays justement. Enfin, cette désindustrialisation, ce déficit commercial, il a des vraies conséquences. Donc profitons par exemple de ce qu'on peut d'aide et donc de dépenses de l'État ciblées justement pour que ça profite à toute l'économie française. Par rapport à ce que disait Hakim, si je peux me permettre, en élargissons aussi. Effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de débats sur est-ce qu'il y a trop d'aide sociale en France globalement. Là, je sors de juste l'allocation de rentrée scolaire. Oui, mais c'est un peu le thème au sens large, sûr. De toute façon. Oui, moi je pense sincèrement qu'il faut arrêter de taper sur les pauvres, sur l'assistanat, le progrès, ça doit nous permettre de collectivement vivre mieux. Le problème, c'est qu'on peut pas avoir un système social qui va servir le monde entier sans limite. C'est pour ça que nous, on dit, préservons notre système social, arrêtons de taper sur les pauvres, mais pour bénéficier des aides sociales dans notre pays, il faut soit être français, soit être étranger, mais avoir cotisé, travaillé pendant 5 ans pour avoir fait un effort qui nous permette ensuite de bénéficier du système social, je pense peut-être le meilleur au monde pour accompagner ceux qui sont le plus dans la difficulté notamment. Bon, voilà la réponse, cher Hakim de Vaujour. Vaujour, c'est dans la Seine-Saint-Denis, c'est 93. Non, 93. Oui, c'est juste à la frontière de la Seine-et-Marne, vers Mitry-Mory, Clessouilly, etc. C'est par là. Oui, il connaît l'Île-de-France, le monsieur. Je vais vérifier, j'ai un doute. Non, mais merci en tout cas Hakim pour ce suivi. Et nous avons, et c'est le principe dans les vraies voix chaque soir, un auditeur fil rouge. Et c'est Sébastien de Strasbourg. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous. Bon, merci d'être avec nous. Vous êtes prêts? Vous savez que tout à l'heure, nous jouerons. Il y aura un quiz. Il faudra choisir le meilleur partenaire. Ça sera un match de double. Il faut connaître un peu la chanson. Alors, il y a des spécialistes autour de la table. On verra. En tout cas, vous, Sébastien, on commence par votre coup de gueule. Très intéressant. Vous revenez sur un vieux cheval de bataille français, la centralisation de la vie politique. On vous écoute.
Et oui, alors je vais aller un petit peu plus loin, c'est un peu plus que la centralisation de la vie politique, c'est la centralisation de la vie française tout court. Ouais. J'ai l'impression aujourd'hui, que ce soit en politique ou que ce soit dans la vie quotidienne, avec le wokisme et toutes ces choses-là maintenant à la mode, qu'on a l'impression que c'est le mode de vie des Français aujourd'hui, c'est la volonté des Français aujourd'hui, alors que totalement pas. Pour être rural de base et maintenant vivre en ville, oui, ça c'est quelque chose peut-être de très parisien ou de très citadin. Mais une fois sorti de là, c'est pas du tout l'envie des Français, c'est pas du tout comme ça qu'on a envie de vivre, c'est pas ce qu'on pense. Et on a aujourd'hui notre politique nous dicte des choses très centralisées sur la vie citadine et parisienne. Ouais. Et c'est d'ailleurs intéressant ce que vous dites, Sébastien, parce que même dans la vie politique, il y a des obligations quand même de respect, de représentativité du territoire, que ce soit dans les gouvernements. Alors on parle souvent de la parité homme-femme, mais il y a aussi cet élément. Alors bon, c'est noté, Sébastien, on essaiera de régler un petit peu la liaison téléphonique, hein, parce que ça saute un petit peu. On se retrouve bien sûr pour le débat de 17h30. On rappelle, ça sera sur les droits du foot. Alors Strasbourg, vous êtes de Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg, gros club, etc., etc. Bon, Sébastien, merci. On se retrouve dans un instant avec une meilleure connexion. Et quant à nous, dans un instant, les 3 mots de l'actu. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h, Frédéric Brindel. C'est mal fini. Eh bien, les 3 vraies voix sont là, ça discute, vous les entendez. Tu sais, c'est le problème du vendredi. En plus, il y a un sujet foot tout à l'heure. Donc, évidemment, ça commence. Tu préfères quelle équipe, etc., etc. Philippe Bouriaki, Mathieu Hoc et Alexandre Nikolic sont avec nous et ils vont accueillir tous, vous les auditeurs de Sud Radio, vous accueillez notre monsieur 3 mots de l'actu, Antoine Mazer. Les vraies voix Sud Radio. Alors, Antoine, vos 3 mots de l'actu ce soir, eh bien, réunion, pink, tiens donc, vous faites un anglicisme, et disparition. Allez-y. Et oui, réunion, le premier mot, le nouveau Front Populaire accompagné de la candidate de l'Alliance de gauche, Lucie Castet, avait rendez-vous à l'Élysée ce matin avec Emmanuel Macron. Des réunions organisées par le chef de l'État avec les chefs de parti pour tenter de trouver un consensus afin d'éviter une crise politique née depuis les législatives. À la suite de cette réunion, la gauche accentue la pression sur Matignon et espère qu'Emmanuel Macron prendra sa décision mardi à la fin de tous les rendez-vous. On écoute Marine Tondelier, la présidente des écologistes, à la suite de cette réunion. Ce que nous avons trouvé extrêmement positif, c'est de pouvoir nous adresser à lui pour lui dire que ce feuilleton institutionnel allait devoir s'achever. Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse mardi. Il y a des urgences et laisser les semaines s'écouler sans s'y attaquer est grave et même irresponsable. Selon Olivier Faure, Emmanuel Macron a évoqué la nomination rapide d'un Premier ministre. Les consultations se sont poursuivies tout au long de la journée avec les chefs de parti du bloc macroniste, puis les Républicains et également le groupe Lyot. Lundi, il recevra le Rassemblement national et son allié Éric Ciotti, ainsi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Bon, alors évidemment, je vous le rappelle, à 18h40, nous aurons notre thématique et vous commencez à y répondre sur le compte X de Sud Radio. Les rencontres avec les partis politiques peuvent-elles influencer le choix d'Emmanuel Macron concernant le Premier ministre ? On y reviendra avec nos 3 vraies voix qui vont conserver également leurs arguments pour 18h40. Alors le deuxième mot, pink. Oui, après 4 jours intenses, les démocrates ont mis fin à la convention nationale du parti avec l'investiture de Kamala Harris. Cette élection est l'une des plus importantes de la vie de notre nation, a-t-elle lancé lors de son discours. Kamala Harris a promis de conclure un accord pour une trêve dans la bande de Gaza. La candidate démocrate a pu compter sur de nombreux stars pour accepter son investiture à la présidentielle américaine. Des shows exceptionnels et notamment celui de la chanteuse américaine Pink. Ah, c'était ça alors, Pink. Exactement, voilà. Venue sur scène accompagnée de sa fille âgée de 13 ans. Toutes les deux ont interprété son tube de 2017. Est-ce que vous vous en rappelez, Frédéric? C'est très émouvant. Ça s'appelle What About Us? On écoute un extrait. What about us? What about all the times you said you had the answer? What about us? What about all the broken happy ever after? Kamala Harris doit maintenant continuer de convaincre en affrontant son rival Donald Trump dans un débat qui constituera le premier face-à-face entre les deux candidats.
Je veux bien le point de vue de nos trois vraies voix. C'est quand même, c'est du show, quoi, hein, les campagnes à l'américaine, Mathieu Hoc. Hein. C'est exactement, ça n'a rien à voir avec ce que nous on peut voir en France. Il faut quand même rappeler que Kamala Harris, depuis depuis le retrait de Joe Biden, a levé plus de 300 millions de dollars. Pour donner un titre de comparaison, une campagne électorale en France, ça coûte un peu moins une quinzaine de millions d'euros. Donc il y a véritablement un effet d'échelle qui est assez massif. Non, le plus dur reste à venir pour Kamala Harris, puisque Kamala Harris aujourd'hui, elle bénéficie d'un élan politique qui est lié à la Convention des démocrates, de la même façon que Donald Trump bénéficiait au début du mois de juillet de l'élan lié à la Convention républicaine. Elle bénéficie d'un élan médiatique. En revanche, elle doit affronter aujourd'hui Donald Trump. Elle doit être face à Donald Trump et non plus juste convaincre son camp, parce que quand même Kamala Harris au départ était plutôt une personnalité impopulaire au sein des démocrates. Elle a réussi pour le coup à se faire une place. Maintenant, il va falloir affronter Donald Trump et elle a au moins 3 enjeux clés à jouer. Le premier, c'est ce qu'on appelle le match des bilans, c'est-à-dire qu'elle incarne le bilan de l'administration Biden, qu'elle le veuille ou non, et ce bilan-là est jugé négativement par les Américains sur 2 thématiques clés, l'économie et les sujets migratoires. Ensuite, après, elle doit gagner le match des récits, imposer une campagne progressiste et positive contre celle de Donald Trump, qui est plutôt négative, mais Donald Trump peut changer aussi son axe de campagne. Et puis ensuite, il y a un autre match qu'elle doit gagner, c'est le match des images. Et ce débat du 10 septembre sera l'occasion pour elle d'affronter Donald Trump, mais elle va faire face à un animal politique, un animal médiatique très fort. Ça me donne une idée de question. Alexandar Nikolic, je le rappelle, membre du RN. Alors, qui aura pour le premier un président de la République femme, la France ou les États-Unis, Alexandar Nikolic? Je sais pas qui l'aura en premier, mais ça, c'est ce qu'on appelle une question tordue, je vous l'accorde, mais bienvenue. Je suis pas devin et sondeur américain, donc je sais pas ce qui va se passer aux États-Unis. En revanche, oui, je pense qu'en 2027, on a de grandes chances d'avoir une présidente en France et qui vient de nos rangs, oui. D'accord, mais vous soutenez Kamala Harris ou pas? Marne ou sur Oise? Non, plus sérieusement, c'est pas moi de prendre position aux États-Unis sur la politique américaine. On sait que c'est très différent de chez nous, où effectivement c'est la musique, l'émotion globale, c'est les tendances qui jouent beaucoup et qui influencent les résultats, même beaucoup sur la personnalité des candidats. Est-ce qu'ils sont croyants ou pas? Est-ce que ils aiment plus ou moins ça? Est-ce que ils incarnent quelque chose qui peut plaire plus que les idées? On sait que Kamala Harris en 2021, elle avait eu du mal un petit peu sur certains débats, ce qui avait fait qu'elle avait été un petit peu écartée médiatiquement. On sait qu'elle est meilleure oratrice pour s'exprimer devant un public que quand il y a une opposition. Notamment, ça avait été le cas face à des journalistes ou face à d'autres débatteurs. Donc là, ce débat face à Donald Trump, ça va être un vrai challenge pour elle et ça sera intéressant. Je pense que ça sera un moment important de l'élection américaine. Philippe Bouriaki, c'est qui votre candidat préféré dans l'histoire? C'est Trump ou c'est Harris? Il n'y a pas photo, c'est Harris pour moi. Je parle sur les idées globales. Et l'intérêt pour la France, c'est... ça sera plutôt Harris que Trump. Pourquoi? Trump, c'est un pro-russe. Ça nous met dans une situation délicate par rapport à notre position sur l'Ukraine. Moi, c'est indéniable. Harris sera plus proche de nous que Trump. Ceci dit, c'est pas gagné. C'est pas gagné, même si on sent qu'il y a une ferveur, il y a une poussée, parce qu'effectivement, tu l'as bien dit, après cette convention, on sent un élan, une ferveur, puis des stars sont en train de s'impliquer, plus sur le camp démocrate que sur le camp républicain, mais ça c'est un petit peu culturel. Mais le problème aux États-Unis, alors l'élection, elle n'est pas l'élection directe, mais l'élection indirecte, et puis surtout, en fin de compte, Alexandar l'a dit, on s'adresse... Lorsqu'on s'adresse au peuple américain, on s'adresse pas à un peuple uni. Comme c'est un État fédéral, tu t'adresses... 51 États. C'est ça, tu ne parles pas de la même façon au Michigan que lorsque tu es en Louisiane, par exemple. Et puis, quand tu parles au Michigan, il faut que tu parles à plusieurs communautés. Alors que nous, on n'a pas... Et j'espère qu'on n'arrivera jamais, nous, à avoir ce principe de communauté. Tu parles à la communauté latine, la communauté afro-américaine, la communauté texane, la communauté homosexuelle, la communauté lesbienne. Enfin, nous, en France, on parle à la nation entière. Donc, ce discours, il est un peu compliqué, un peu complexe. Ça change quand même, si je peux me permettre. Il faut pas qu'on notamment, même on se souvient même d'Emmanuel Macron qui avait dit sur les plans d'investissement en banlieue que ça ne pouvait pas être Jean-Louis Borloo parce qu'il était blanc.
Et c'est du pur racialisme. Et ce que moi je Il a dit ça ? Bien sûr qu'il avait dit ça. Bon, d'accord, il avait dit que c'est une erreur d'expression, mais sur le fond, il a raison. Ça peut pas être Jean-Louis Borloo. Alors, parce qu'il est blanc. Non. Ce que je vous propose, messieurs, c'est les identités en France, c'est un modèle inverse. Aux États-Unis, on reste un modèle. Vous voyez, Antoine Mazer, vous avez trouvé une thématique. Ça peut pas être Jean-Louis Borloo parce qu'il n'est pas issu du terrain. Et je crois qu'il faut toujours mettre des spécialistes. Voilà. Mais c'était pas comme ça que ça avait été exprimé. C'est une erreur de langage. Très bien. Alors, faites attention parce qu'il y a 3 mots dans l'actu et là, on risque d'en avoir que 2, comme Quentin Cabanis, notre réalisateur, me le rappelle. Alors, 3e mot, et là, on va prendre un ton effectivement un peu plus triste. C'est le mot disparition, Antoine Mazer. Et oui, on en a beaucoup parlé sur Sud Radio suite à la disparition du jeune rugbyman français en Afrique du Sud avec l'équipe de France des moins de 18 ans. Il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, la famille du jeune rugbyman Mehdi Nargissi, emporté par de forts courants au large du Cap sud-africain, a annoncé avoir saisi le parquet d'Agen. L'objectif pour la famille, obtenir l'ouverture d'une procédure pour connaître les causes de la disparition. Ils cherchent à comprendre comment leur fils de 17 ans a-t-il pu être emporté par les vagues sous les yeux de leur entraîneur de l'équipe de France. L'avocat de la famille, maître Édouard Martial, était l'invité ce matin de Benjamin Glais sur Sud Radio. Il est revenu sur l'incident avec l'incompréhension de savoir que sur place, il était impossible de prévenir les secours. On l'écoute. Je pense que tout le monde va rester bouche bée quand on saura que sur cette plage, aucun opérateur n'a le signal. C'est-à-dire que à cet endroit-là, à l'instant où on constate qu'il y a des problèmes et que des enfants peuvent être en difficulté dans l'océan, ce qui s'est passé, il est impossible de prévenir les secours. Heureusement, un des gardes du parc national, qui avait un poste d'observation au-dessus, sur la falaise, a vu que les enfants étaient en difficulté et a commencé à présenter les secours de telle manière que tout de suite hélicoptères et dinghy puissent être actionnés sur l'océan lui-même. Le président de la Fédération française de rugby, Florian Gris, a quant à lui lancé une enquête interne précisant que le staff de l'équipe de France avait décidé d'aller à cet endroit et a décidé d'y mettre les joueurs à l'eau. C'est une incompréhension, les règles n'ont pas été respectées, une erreur a été commise, c'est une évidence, a-t-il déclaré sur TF1 le président. Merci Antoine Mazer, vous revenez tout à l'heure avec votre séquence. Alors ce soir, ça va être particulier, vous nous avez amené chaque soir à 18h05 un médaillé olympique et là ce soir, bien vous nous faites le lien avec les Jeux paralympiques. Nous aurons un membre des équipes de France qui va participer aux Jeux paralympiques. Et oui, on referme cette parenthèse un petit peu Jeux olympiques et on ouvre celle Jeux paralympiques à J-5 de la cérémonie d'ouverture. Ce sera le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, Jonathan Hiverna, le Toulousain, qui sera en direct avec nous à partir de 18h05. Vous êtes attendu avec impatience. Alors nous, dans un instant, les vraies voix de Sud Radio. Vous n'hésitez pas, les auditeurs, à nous appeler. Vous souhaitez regarder le championnat de France de football à la télévision, par exemple? Eh bien, sachez que depuis 1984, il a fallu payer un abonnement. Seuls les passionnés déboursaient un budget. Depuis une dizaine d'années, les diffuseurs se livrent à une surenchère qui augmente le prix de l'abonnement et qui nécessite de changer de box, de télé, d'antenne, d'options, un vrai parcours du combattant. Depuis la rentrée, le principe dépasse l'entendement. Il faut souscrire à un double, voire un triple abonnement onéreux, insupportable. Vous n'êtes peut-être plus disposé à vous faire plumer. Dans un instant, notre grand débat est cette question. #DroitTV. Avez-vous envie de regarder les matchs de L1 de football à la télévision? Donnez-nous votre avis sur le compte X de Sud Radio. Appelez-nous au 0826 300 300. Nous aurons pour nous éclairer un grand spécialiste de l'économie du sport, Christophe Lepetit, qui sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Et c'est le moment du grand débat. Vous n'hésitez pas à donner votre avis sur le compte X de Sud Radio. Ouais, ça commence à bouger. C'est très intéressant tout cela. Je vous rappelle nos 3 vraies voix ce soir. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France et co-porte-parole national d'écologie au centre. Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Alexandre Nikolic, député européen et président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire. Les 3 sont prêts pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour.
Ça fait 30 € par mois, même si vous payez déjà les 35 € d'abonnement au bouquet Canal Sport. Cette année, au bas mot, il vous en coûtera 75 € chaque mois pour ne rien manquer de la Ligue 1 de football. Après TPS, Orange, Mediapro, Amazon, voici DAZN qui injecte de l'argent sur un temps court, juste pour montrer les muscles et briser l'hégémonie de la valeur sûre Canal+. À chaque fois, la vénale Ligue de football succombe aux sirènes de l'argent éphémère. Seulement depuis cet été, Canal+ a dit stop. La partenaire infidèle doit se débrouiller différemment. La Ligue est sur le point de tout perdre et nous, les passionnés, de ne plus rien suivre. Nous vous posons la question pour le compte X de Sud Radio et vous intervenez, vous nous donnez votre avis. #DroitTV. Avez-vous envie de regarder les matchs de Ligue 1 de football à la télévision? Parce que c'est ce qui va donner un peu la tendance. Pour l'instant, vous nous dites non à 83%. Ça veut dire que 17% disent oui. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous passionnés de football, mais n'hésitez pas, donnez-nous votre avis et puis surtout, intervenez au 0826 300 300. De qui se moque-t-on? Alors pour bien comprendre, on a 3 experts du sport autour de la table. Les 3 vraies voix sont très branchés sport. Alexander Nikolic vient d'écrire une tribune dans Valeurs Actuelles. Vous, cher Philippe Bouriaki, vous êtes à la commission sport de la région. Et vous, cher Mathieu Hoc, vous êtes un ancien stagiaire du SCO d'Angers en football. Et dans notre think tank, on va sortir un rapport sur la politique sportive française. La France, une grande nation sportive. Voilà. Mais il nous fallait quand même le repère économique. Et je salue un habitué, une référence. Christophe Lepetit, économiste du sport, responsable des études économiques au CDES, l'école de référence à Limoges qui forme les managers, notamment des grands clubs. Bonsoir Christophe. Bonsoir Frédéric. Bon, plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de pouvoir échanger avec vous. J'ai une question tout de suite à vous poser parce que ça permettra à chacun de se positionner sur le débat. Est-ce que le modèle économique proposé par DAZN, donc on le rappelle, 30 € par mois ou alors sans engagement 40 €, est-ce qu'il est viable? Est-ce que on a toutes les chances, enfin tous les risques d'avoir un système qui meurt même avant la fin de la saison? Je pense pas que le système mourra avant la fin de la saison. Je pense qu'en fait ces offres de DAZN, elles ont été proposées après l'attribution des droits par la LFP à DAZN, qui est arrivée assez tardivement. Donc c'est une offre, je dirais, de lancement. Mais je pense quand même que les gens de chez DAZN, qui connaissent bien le marché de la télévision payante, parce qu'ils opèrent quand même dans beaucoup de pays, notamment en France, mais dans aussi beaucoup d'autres pays sur le marché de la télévision payante, eh bien ces personnes-là vont aussi se donner les moyens de réussir, parce que je pense que d'une part, ils ne sont pas là pour juste donner 800 millions d'euros, c'est-à-dire 2 fois 400 millions d'euros cette année et l'an prochain à la LFP et s'en aller, et que d'autre part, s'ils voient que les abonnements ne décollent pas, ils auront la possibilité et la latitude, ainsi qu'une oreille attentive du côté de la LFP pour proposer des offres plus adaptées, plus ciblées, et qui plairont peut-être davantage aux consommateurs finaux. Ouais, bon. Alors, votre discours est très intéressant parce qu'il positive un petit peu sur la morosité ambiante, parce que, rappelons-le, à une semaine de la reprise de la Ligue 1, nous n'étions pas sûrs encore de savoir comment pouvoir regarder les matchs. À qui la faute, Philippe Bouriaki? Est-ce que c'est la faute du football français qui s'est vu trop beau et qui demandait à chaque fois trop d'argent? Non, c'est l'offre et la demande. Plus vous avez de gens qui demandent, plus l'offre augmente. Nous sommes responsables, nous les consommateurs, nous sommes responsables. J'ai trouvé une alternative avec des amis. On boycotte. Ah, vous boycottez par exemple? On boycotte, clairement. Je suis désolé, à ce prix-là, c'est plus possible. On aime d'autres sports, donc si à chaque fois il faut qu'on prenne des abonnements, on s'en sort plus, et donc le panier moyen, il morfle réellement. Donc on a aussi ce pouvoir de dire, écoutez, on va pas prendre d'abonnement, et puis les prix vont descendre naturellement, et on va revenir à des choses à la raison. Et puis même sur l'éthique, alors, de toute façon je fais aucune critique pour les fans de foot. Moi, ma fille est dingue de foot. Moi je suis plutôt tout ce qui est pied-point, sol, MMA, jiu-jitsu, et je considère que c'est des sports canalisateurs, c'est des arts martiaux qui sont ultra intéressants et qui ne sont pas valorisés, et que, hormis quelques gros noms, les autres ils mangent des cacahuètes pour pouvoir, et ils doivent payer eux-mêmes pour aller se fighter. Bon, d'accord. Il faut une répartition juste. C'est la règle de l'offre et de la demande, et le football, aujourd'hui, il s'aperçoit est-ce que la valeur du championnat a baissé, Christophe Lepetit? Parce que bien sûr, il y a le départ de Kylian Mbappé cette année.
gagné pour le Real Madrid, mais il y a peut-être aussi les prestations des clubs français en Coupe d'Europe qui montrent peut-être que le niveau n'est pas aussi élevé que cela. Est-ce qu'il a perdu, on va dire, en valeur, ou est-ce que c'est le fait du jeu des uns et des autres et des investisseurs, Christophe Le Petit? Alors, je pense que j'ai eu l'occasion d'y réfléchir et de publier quelque chose récemment sur le sujet. Il faut distinguer ce qu'on appelle la valeur et le prix. La valeur, c'est la valeur intrinsèque d'un produit. Et là, nous, on parle plutôt du prix que DAZN a payé et que beIN Sport a payé pour pouvoir diffuser la Ligue 1. Ce prix, il est la résultante d'une situation de concurrence. C'est-à-dire que plus la concurrence est vive et forte entre des diffuseurs potentiellement intéressés pour acquérir vos droits, plus les prix ont tendance à s'envoler. Et moins la concurrence est forte, évidemment, moins les prix augmentent. Là, la situation dans laquelle la LFP a commercialisé les droits dans les derniers mois est une situation de concurrence quasiment atone, notamment du fait de la position de Canal+, qui est à la fois un éditeur de contenu avec ses chaînes, qui est également un distributeur et qui a pesé de façon indirecte, je dirais, notamment par cet aspect de distribution sur les négociations. Donc il y a très très peu de concurrence et donc effectivement des prix qui ont baissé. Mais je pense pas que ce soit un joueur qui fasse la valeur d'un championnat. Et on a beaucoup encore de très bons joueurs dans notre championnat. Donc je crois vraiment que ce championnat conserve une vraie valeur et qu'il retrouvera un prix plus conforme à cette valeur-là dans les années qui viennent. Bon, cette histoire-là autour de Canal+. Alors vous, Alexandar Nikolic, il y a des habitudes. Les gens s'abonnent. Il y a on va dire une réaction presque pavlovienne. Là, il y a peut-être un non-respect de ce diffuseur historique, Canal+, et c'est un retour de bâton. C'est la Ligue, là, qui est en cause, non ? Oui. Parce que, vous savez qu'en plus il y a des tensions fortes entre Monsieur Labrune qui dirige la Ligue et Canal+, parce que justement il reproche à Canal+ de ne pas vouloir mettre plus d'argent, mais parce que je pense que la Ligue et beaucoup de clubs sont rentrés dans un cercle vicieux. Vraiment, je pense que ils ont besoin d'une manne financière par rapport aux droits télé qui est devenue essentielle pour les clubs de foot aujourd'hui, parce que il y a aucun budget qui est équilibré naturellement, même avec un montant de droits TV aussi important. La vente des joueurs, excepté pour le PSG, parce qu'ils sont soutenus par une puissance financière étrangère comme le Qatar, tous les clubs n'arrivent pas à équilibrer les budgets, sont obligés de vendre des joueurs à la fin. On a un modèle économique qui est plus adapté. Pourquoi ? Parce que on est depuis la fin de l'arrêt Bosman depuis la mise en place de l'arrêt Bosman qui permet une libre circulation des joueurs de foot à travers toute l'Europe, et les accords de Cotonou qui permet la libre circulation des joueurs africains dans toute l'Europe. La concurrence entre les clubs européens, avec des fiscalités différentes, elle est uniquement financière. Et on a, dans notre football, un handicap par rapport à d'autres pays. Ça a tué d'ailleurs une grande partie des clubs des pays de l'Est. Ça a tué en grande partie les clubs des Pays-Bas, de Belgique. Et nous aussi, on a du mal à être concurrentiel, excepté si des puissances étrangères se donnent des milliards, comme c'est le cas du Qatar, pour essayer d'équilibrer les choses. Et donc, pour survivre face à ça, vous avez aujourd'hui des clubs qui se disent on est prêt à accepter tout et n'importe quoi, notamment cet accord aujourd'hui qui, moi je le dis franchement, je pense que ça va se finir comme Mediapro. On avait de la même manière Mediapro ils ont abandonné en cours de saison. En 2021, Mediapro signe un accord comparable avec justement principalement que des droits de Ligue 1 et au final, au bout de quelques mois, comme ils n'avaient pas assez d'abonnés, ils ont fait faillite, ils n'ont pas pu payer et ça a été redonné ensuite à Canal+ pour un coût qui était moins. Des Canal+ a presque sauvé le foot français à ce moment-là. Oui, et même l'a développé et l'a porté. Moi, je suis un ancien de Canal, faut être totalement transparent. J'ai quitté ce groupe, mais j'ai une certaine neutralité. Et c'est vrai que sans Canal, le football français ne serait pas devenu ce qu'il est. Mathieu Hoc, est-ce qu'il est temps aussi de dire attention, et bon, je l'ai dit dans mon introduction, ils sont très très riches, les footballeurs. Ils ont assuré leur descendance pendant des générations. Est-ce qu'au bout de ce processus-là qui est en train de se mettre en place, il va y avoir un juste retour des choses et arrêter de gagner des salaires. Enfin, il y a eu un manque à gagner dans le contrat de Kylian Mbappé, c'est 55 millions. Enfin, j'imagine, vous, les auditeurs, on écoute ça, mais 55 millions, c'est quoi ? Mathieu, il y a un moment où il faut que ça s'arrête.
Est-ce que c'est possible ? Alors la question que vous posez, effectivement, c'est les conséquences de ce qui arrive, de ce qui sera un fiasco, parce que je suis d'accord avec vous, économiquement, c'est pas tenable comme situation. Quelles vont être les conséquences, effectivement, sur les joueurs et sur les effectifs ? On voit déjà sur le mercato que c'est beaucoup plus difficile pour les clubs de foot français de pouvoir assumer des transferts onéreux, ce qui était de moins en moins le cas sur les 10 dernières années. On avait des clubs français, je parle même pas du PSG qui est dans une autre catégorie, mais on avait des clubs comme Marseille, Lyon, qui étaient capables ou même Lille, Lens, on a vu Lens aussi mettre. Il y a que Monaco 10, qui est un peu hors jeu parce que Monaco a sa propre fiscalité. Exactement. Pour les joueurs étrangers. Pour les joueurs français, c'est la donc il y avait on va dire un développement du football français qui allait vers ce sens-là. Or aujourd'hui, la difficulté qui est posée, et c'est la Ligue qui est fautive sur ce sujet, c'est que la Ligue a surévalué le produit. Je suis désolé, la valeur de la Ligue 1 n'est pas celle qui correspond au prix aujourd'hui. Et ce qui explique pourquoi les clubs français vont être en difficulté. Et la réalité, c'est pas les clubs français qui sont... les clubs français sont responsables d'une certaine façon, puisque c'est eux qui ont élu Vincent Labrune à la tête de la Ligue. Donc il va falloir se poser la question aussi de leur côté, parce que ce seront eux qui vont perdre des revenus très prochainement. Ils ont déjà perdu entre 200 et 300 millions d'euros entre le précédent contrat et le contrat aujourd'hui avec la Ligue, sachant que quand même que les clubs de football français dépendent hors budget transfert, c'est entre 60 et 70% les droits télé. Oui. Donc ils ont un vrai problème financier qui va arriver, et ça va tuer le football français, cette histoire. Alors justement, Christophe Le Petit qui est avec nous, est-ce que on peut espérer, parce que c'est vrai que ça met tout le monde mal à l'aise, ces salaires, ces coûts exorbitants de transfert. Est-ce que là, on est au début de quelque chose qui va désamorcer cette inflation terrible, ou parce que en Angleterre, parce que en Espagne, parce qu'en Allemagne, c'est open bar, on est loin de ça, et finalement, on va se retrouver nous seuls, un petit peu comme le disait Alexander Nikolic, comme les Pays-Bas, comme la Bulgarie ou je ne sais quoi. Alors, c'est nos clients internationaux, c'est pas tellement open bar en fait. Eux aussi connaissent quelques difficultés sur la cession des droits télé. On en parle moins parce qu'il n'y a pas eu la même situation qu'en France, mais on a une forme de plafonnement un peu partout de cette valeur de droits, ce qui fait qu'il y a des clubs avec aussi, je le dis en parallèle, un renforcement du contrôle financier dans beaucoup de ligues, en Angleterre, en Espagne, ce qui fait que les clubs étrangers nous achètent potentiellement moins de joueurs ou à des prix plus raisonnables, même si certains clubs sont encore capables de faire des gros achats. Donc en fait, nos clients nous achètent un petit peu moins de joueurs, et effectivement nos ressources propres, notamment donc ces droits télé qui pèsent, comme ça a été rappelé, pour certains clubs 60 à 70% des produits sont en baisse. Donc de fait, il va falloir que les clubs ajustent leur structure de coûts, ce qui peut être fait tout de suite, soit par des non-renouvellements de contrats, soit par des recrutements à des tarifs inférieurs, mais ce qui peut aussi prendre du temps, puisque les contrats de joueurs sont signés de façon pluriannuelle, ce sont des contrats à durée déterminée pluriannuels, et donc il peut y avoir un petit temps de latence. Et donc pendant ce temps de latence, il va falloir que certains actionnaires jouent leur rôle en soutenant leur club et en faisant en sorte qu'il y ait une continuité d'exploitation, parce que sinon, effectivement, certains clubs pourraient être en grosse difficulté. Bon, alors parlons. Est-ce que vous, les auditeurs de Sud Radio, finalement, cette Ligue 1, vous allez la laisser tomber ? Tout à l'heure, Philippe Bouriaki nous disait, moi, je vais boycotter. Finalement, la tendance s'accélère. C'est-à-dire, vous dites, avez-vous envie de regarder les matchs de Ligue 1 à la télévision ? Vous dites non à 83%. Vous allez sur le compte X de Sud Radio. Réaction au 0826 300 300. C'est Sébastien, notre auditeur, fil rouge, qui a un club justement de sa ville en Ligue 1. C'est Strasbourg, le grand Racing Club de Strasbourg, et la Méno, le stade. Sébastien, vous dites quoi de tout cela ? Est-ce que vous faites partie, comme l'a dit Philippe Bouriaki, de ceux qui disent allez, je boycotte, on me prend pour un idiot, parce que cette histoire d'abonnement, c'est à ne plus rien y comprendre. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, oui et non. Après, pour moi, le principal responsable, c'est Vincent Labrune. C'est lui qui était au cœur de tout ça et qui a président de la Ligue. Et qui s'est mis à dos Canal+. Aujourd'hui, sans rentrer vraiment plus dans le détail, mais il y a aussi l'offre de ce qui est proposé aujourd'hui. Ce qu'Amazon a proposé, ce que DAZN propose aujourd'hui, c'est d'un niveau très faible et que ça mérite pas ce montant-là. Quand on voit juste le match hier soir de Lens contre le Panathinaïkos de Canal+, quand on voit l'avant-match, pendant le match, le niveau des commentaires, l'après-match,
on est à un niveau, mais il y a quelque chose qui présente mais très très loin de ce qu'est capable de faire ces deux autres chaînes pour le moment. Oui, et notamment l'utilisation ou non de consultants, de journalistes bord terrain pour avoir plus d'informations, etc., etc. Ce qu'Amazon faisait très bien. Allez-y, continuez, Sébastien. Et encore, c'était pas, c'est l'a fait, mais c'était pas du niveau de Canal+. Là aujourd'hui, c'est clair, on va avoir un Média Pro 2 dans 6 mois. Ça va se casser la gueule, ils pourront pas payer parce qu'ils auront pas les abonnés. Il leur faut, je crois, 10 ou 15 millions d'abonnés. Ils les auront jamais. Ils en ont 1,5 million d'abonnés pour leur rentabilité. Ils étaient sur 1,5 million. Mais ils auront même pas un million. Ouais. Ils auront même pas 1 million, donc ils vont arrêter de payer aussi. Et ça, Vincent Labrune, c'est de sa responsabilité à lui. C'est lui qui doit savoir. Et c'est lui qui doit mettre un cahier des charges derrière en disant je veux ça, je veux ça, je veux ça pour mes clients, pour les spectateurs, pour tout le monde. Et aujourd'hui, il ne défend pas la Ligue 1, il ne la met pas en valeur. Et évidemment, c'est pas cette décision de cette année, mais celle d'avant, parce que Canal+ avait proposé de reprendre le contrat, mais justement, Amazon était arrivé. Alors, c'est même il y a 2 ans, puisque Amazon a fait 2 ans. Alors, justement, nous avons la chance d'avoir Christophe Le Petit, économiste du sport, responsable des études économiques du CDES à Limoges. La tendance, c'est ça, Christophe. Vous nous avez dit non, pas forcément DAZN. Bon, c'est comme ça qu'on prononce, D-A-Z-N. J'ai demandé aux principaux intéressés, ils nous disent comme ça, on prononce DAZN. Bon, vous dites qu'ils ont une marge, mais d'accord sur le fait que de toute façon, c'est l'échec de Vincent Labrune ? Je sais pas en fait, parce que je suis pas sûr que quelqu'un d'autre aurait fait mieux dans cette situation. En fait, c'est vraiment la situation du marché des droits qui guide la valeur. Il n'y a pas de concurrence sur ce marché-là. Il n'y a pas de concurrence parce qu'effectivement, il y a peut-être eu des décisions passées qui n'ont pas été opportunes, parce qu'en 2021, quand Amazon récupère la Ligue 1, Canal+ déclare le jour même, par la voix de Maxime Saada, qu'il se retire de la Ligue 1, même s'ils ont continué à exploiter un lot. Donc quand vous perdez votre principal client, c'est vrai que pour attiser la concurrence, ça devient compliqué. Et donc c'est vrai que ces derniers mois, il n'y a pas eu du tout de concurrence, avec même beIN Sport qui est venu extrêmement tardivement. Et donc c'est la résultante de ce prix-là. Je ne sais pas si dans une même situation, quelqu'un aurait fait mieux que lui. Moi, je juge pas forcément les hommes, je juge la stratégie, je juge les résultats. Et c'est vrai que ce que j'analyse, c'est que en l'absence de concurrence, on est arrivé à ce prix-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que je pense que maintenant, il faut aussi se plonger vers la suite. Déjà, moi, je crois pas que des gens comme DAZN qui mettent 400 millions d'euros par saison soient là pour perdre 800 millions d'euros sans se donner les moyens de réussir. Ou alors, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui savent pas quoi en faire. Mais je crois pas que ce soit ce profil-là. Ouais, mais enfin, on a déjà vu le cas. On a cité Mediapro. Il y a plein de cas malheureusement comme ça, quoi. Oui, mais Mediapro, c'est le cas totalement inverse. Enfin, je veux dire, il y a des comparaisons qui sont faites qui ne sont pas du tout opportunes. Mediapro acquiert les droits extrêmement cher dans un contexte de concurrence extrêmement vif. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. DAZN a acheté 400 millions, mais Mediapro a mis plus de 800. Donc il faut quand même comparer ce qui est comparable. On compare deux situations qui n'ont rien à voir. On compare Mediapro qui était plutôt là pour agir comme un broker et pour revendre des droits, avec DAZN qui est là pour les exploiter. Donc je pense qu'il faut pas non plus comparer les mêmes situations. Et vraiment, je pense aussi d'autres choses, c'est que il y a probablement des garanties qui ont été demandées pour que DAZN paie au moins sur les 2 années de contrat, puisqu'on sait qu'il y a une clause de sortie au bout de 2 années, et donc il y a certainement des garanties qui ont été fixées. Et puis je pense surtout que là on a des conditions favorables pour penser à un autre modèle à travers cette chaîne de la LFP dont on a parlé un petit peu. Et justement, oui, Christophe, effectivement, on en reparlera parce qu'en plus les élections arrivent avec beaucoup de candidats. Bon, on aurait pu en parler des heures. Là, je le savais, c'était passionnant. Merci à vous qui avez donné votre avis donc sur le compte X. Dans un instant, nous jouons. Alors il y aura 2 équipes là aussi, mais 2 équipes de 2. Ça sera plus du tennis en double avec notre auditeur Sébastien qui jouera. Encore merci à Christophe Le Petit de nous avoir éclairé et nous revenons avec le quiz dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Et oui, chaque soir à cette heure-là, nous jouons le fameux quiz de l'actualité. Et tenez-vous bien, coup de massue, puisque Sébastien qui était avec nous et qui allait jouer, qui allait défier, problème, visiblement, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien. Eh bien, on va les confronter les uns aux autres, nos vraies voix. Écoutez bien ça, les auditeurs de Sud Radio. Le match entre Philippe Bouriaki, Alexander Nikolic et Mathieu Hoc. C'est parti.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, chère vraie C'est voix. ça qu'on nomme le prochain Premier ministre. Voilà. Le vainqueur devient Premier ministre. Attention. Donc, le thème, évidemment, c'est le sport dans la chanson. Donc, il faut répondre rapidement. Vous écoutez un extrait et vous nous donnez l'interprète. Vous êtes 3, c'est le premier qui arrive à 3 points qui a gagné. Attention, qui chante ça? Il est temps d'aller pousser, on a C'est Oui, ça a été chaud. Là. Oh là 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 là. C'est lui. Oh, quelle vitesse. Mathieu Hoc, qui en plus nous ajoute, c'est la génération sympa, nous rappeler que vous êtes jeune, sympa. 1 point pour vous. Attention, qui chante ça? rouge et noir. Jeanne Masse. Ah, c'est Jeanne Masse. Là, c'est la génération Philippe Bouriaki, Rouge et effectivement. noir. Ben oui, rouge et noir. Allez le Stade Toulousain. C'est ça. Bon, mais il y a d'autres équipes en rouge et noir, hein, bien sûr. Il y a les RCT, Toulon, bien sûr. Attention, messieurs, qui chante ça? Qu'est-ce que tu fais, mais tu tapines en gros. Bachung. Oui, Bachung, Alexander Nikolic, l'arrivée du Tour. Très belle chanson sur le Tour de France. On n'entend pas bien. Bien sûr. Messieurs, ça fait 1 partout. Quel match, quel suspense. Qui chante ça? Zazie. Je l'ai dit aussi. Oh là là, ça a été rapide. Je pense que c'est Mathieu. J'ai pas entendu ce que tu dis, mais là, vous êtes... Je ne conteste jamais des choses. Moi, il me semble que Il y a la VAR ou pas? Mathieu il me semble que c'était toi. Alors, notre réalisateur, Quentin, nous dit c'est pour Philippe. Ok, Oui, donc mais ça fait 2 pour m'avait bien Philippe, semblé. 1 pour Mathieu et 1 pour Alexander. Attention, messieurs, qui chante ça? Le football. Nougaro. Oui, Nougaro. Ouais, bravo. C'est Philippe qui gagne. Alors, Bravo. très belle chanson. Si on peut l'écouter juste un peu les paroles. De bol. Allez, les verts. Il a écrit une chanson magnifique, Claude Nougaro, dans son avant-dernier album. Voilà, sur les hooligans et tout ça. Donc, c'est gagné 3-1-1. On peut continuer ou pas? Ouais, on se le fait pour l'honneur. pour le Allez, fait. qui chante ça? Gloria Gaynor, pardon. Ouais, Gloria Gaynor. Alors, Si on prend dans le jeu, le mec, ça va trop vite. et pour l'histoire des générations, effectivement, il y a la reprise, mais là, c'est la chanteuse d'origine, la vraie, la star, Gloria C'est Gaynor. Hermès House Band, c'est ça? Oui, après, il y a ça, mais là, c'est Gloria Gaynor. Je peux prendre demi-point en plus. Et jusqu'au bout, faites-vous plaisir, les auditeurs et vous, les vraies voix qui chantent ça. Jodassin, Alexander, pour la 2e place. Vous prenez la médaille d'argent et Mathieu la médaille de bronze qui pourtant, bah oui, la chanson des supporters du rugby. Vous avez été exceptionnel. Je pense que sur l'ensemble des vraies voix, alors bon, malheureusement, l'auditeur a eu le souci de téléphone. Mais il m'aurait choisi. Mais c'était difficile. Voilà. Bon, dans un instant, les infos. À tout de suite. Premier ministre. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h, Frédéric Brindel. Dans un instant, quand les Jeux Olympiques donnent le relais aux Jeux Paralympiques, on va refaire la fête. Je vous redonne le nom de nos 3 vraies voix ce soir. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France et commissaire au sport et Jeux Olympiques et Paralympiques, justement co-porte-parole national d'écologie au centre. Autre vraie voix, Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire et ancien footballeur espoir de très haut niveau au SCO d'Angers. Et puis Alexander Nikolic, député européen et président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire, et quelque chose me dit qu'il est intéressé par le sport et qu'il le montre. Non, je sais pas, Alexander. Ouais, une passion. C'est la grande passion. Voilà, bon. On verra. En tout cas, il est là et bien sûr, il nous apporte ses champions chaque jour. Alors, il nous a apporté des médailles olympiques. Là, les Jeux paralympiques n'ayant pas encore commencé, l'histoire dira peut-être qu'il nous apporte un futur médaillé paralympique. Les vraies voix Sud Radio. Antoine Mazer, bonsoir. Rebonsoir Frédéric. Bon, c'est comme si j'avais mis un peu de pression sur notre invité, là, tout de suite d'entrée. En plus, c'est pas comme si le sport qu'il pratique est de la famille du sport qui a rapporté la première médaille. Je vous laisse le présenter. Exactement, notre invité ce soir est un ancien joueur de tennis table de haut niveau, mais qui a découvert le rugby fauteuil à l'occasion d'une démonstration dans un centre de rééducation du côté de Toulouse. Seulement 6 ans plus tard, après avoir découvert ce sport, il défend les couleurs de la France lors de sa première participation
participation aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Il en est aujourd'hui le capitaine de l'équipe de France qui est double championne d'Europe et fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il est licencié au Stade Toulousain. Notre invité est un amoureux de son sud-ouest natal. Dans quelques jours, avec ses coéquipiers de l'équipe de France, il tentera de ramener le plus beau titre de sa carrière à 33 ans. Bonsoir Jonathan Hiverna, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci de l'invitation et je suis ravi de pouvoir en tout cas témoigner ce soir. Bonsoir Jonathan, et désolé d'avoir mis la pression, hein, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Allez-y Antoine. Bien sûr. Comment est l'équipe à quelques jours maintenant du début des Jeux paralympiques, et est-ce que vous sentez que la pression elle commence à monter ? Je pense que déjà la pression elle monte et c'est assez normal. On est des sportifs de haut niveau, ça serait quand même assez bizarre si on la ressentait pas. Nous, ça fait depuis une semaine qu'on est à Vichy, donc au Crêpes de Vichy, on se prépare avec tout le collectif France. Donc on est sur un stage vraiment terminal, donc on règle les petits derniers détails de cette belle équipe qui aura à grand cœur d'aller chercher la plus belle des places. Mais en tout cas, demain, on part, on sent un petit peu la pression, les choses qui vont commencer demain parce qu'on part au village, direction Paris, rejoindre toute la délégation paralympique. On vous attend, on se met sur la 86, dès qu'on vous voit, on vous fait coucou. Hein. Alors justement, bien sûr, sur Sud Radio, on est la radio du rugby. Beaucoup de nos auditeurs connaissent bien sûr le rugby. Peut-être certains connaissent également le rugby fauteuil, mais c'est quand même deux sports qui sont totalement différents, mais ils ont quand même quelques similitudes. Parlez-nous justement de ce sport, de ce rugby fauteuil. Comment est-ce qu'on peut le découvrir? Comment est-ce qu'il se joue? Quelles sont un petit peu les différences avec le rugby? Alors, je vais commencer par ce qu'il y a en commun. Donc, vraiment, c'est tout l'engagement et la science du contact qui est aussi violente parce que réellement, nous avons le droit de vraiment se percuter à la vitesse qu'on souhaite avec des fauteuils de sport qui sont carénés avec à l'idée que c'est comme le film Mad Max. Donc, vous imaginez vraiment un fauteuil de sport qui est ultra caréné. Donc, vraiment, c'est quelque chose où la démesure, la seule limite, c'est nous-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un sport très engageant et c'est peut-être un des sports les plus spectaculaires que vous allez voir au niveau du parasport ou sur cette dimension du engagement. Mais c'est vrai que c'est un sport qui a été inventé dans les années 70 par des anciens hockeyeurs qui malheureusement sont devenus tétraplégiques à l'issue de leur match. Et en fait, la première des choses qu'ils ont voulu faire, c'est retrouver un sport collectif qui avait les mêmes sensations. Donc ils ont pris plusieurs règles venant du basket, du hockey, du football américain et du rugby pour former du coup le rugby fauteuil paralympique qui a été donc initié donc en démonstration aux Jeux paralympiques de Sydney et qui a été donc validé par le mouvement pour les Jeux d'Athènes en 2004 et la première équipe de France est apparue en 2007 et s'est qualifiée dès ses premières années aux Jeux donc paralympique de Londres et n'a fait que continuellement progresser. Et donc c'est vrai que c'est un sport qui est très très différent parce que toutes les règles sont inspirées pour le public et qui peut jouer. Et en fait, pour marquer un point, Jonathan, il faut aller dans l'en-but, c'est ça. Hein, c'est un peu comme le touchdown, le touchdown au foot américain. Ouais. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous imaginez une zone qu'on doit franchir qui est donc délimitée par deux plots espacés de 8 mètres. Et en fait, on a vraiment la seule limite, c'est nos fauteuils. On n'a pas le droit au contact physique, mais finalement, la dimension du contact est pleine. Et on doit tout faire pour pouvoir entrer dans cette zone d'en but pour marquer donc un essai pour l'équipe. Antoine, ça va se jouer où, Antoine? Justement, voilà, c'est aussi ça l'une des différences, c'est que le rugby se joue en extérieur, le rugby fauteuil se joue en salle, ça sera du côté de l'Arena Champ de Mars. Là aussi, on attend presque 7000 spectateurs, ça va être assez une ambiance aussi. Champ de Mars, c'est là où il y a eu judo, il y a eu plein de médailles en plus. Exactement. Alors, Jonathan, vous connaissez le principe, enfin, ou peut-être pas, mais je vous le dis parce que vous étiez en préparation. Les trois vraies voix sont là et vont vous poser des questions. Le temps d'une petite respiration, ils se mettent en ordre. Restez bien et voici vos questions qui arrivent. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. C'est l'instant magique des Jeux Olympiques et le relais. C'est superbe, Antoine Mazer. On le fait ce soir. Les Jeux Paralympiques vont commencer et ce n'est pas un champion, un médaillé olympique que vous recevez, mais un futur paralympique. Vous nous le représentez. Exactement. C'est le capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil. C'est Jonathan Hiverna qui va dans quelques jours disputer les Jeux paralympiques
paralympiques avec l'équipe de France du côté de l'Arena Champ-de-Mars. Il reste quelques places pour aller les soutenir parce que c'est un sport, comme il l'a dit tout à l'heure, Jonathan Hiverna, très spectaculaire, rempli d'engagement et de solidarité également. Et pour vous faire une confidence, Jonathan, il y a pas mal de monde dans les studios de Sud Radio. Tout le monde se dit, mais il faut aller voir. L'histoire du fauteuil où No Man's Land, on y va et on fonce, c'est super. Alors, première question pour vous de Mathieu Hoc. Oui, bonsoir Jonathan. Merci pour ce que vous faites et merci pour porter les couleurs du pays pendant ces Jeux paralympiques. Moi, ma question, elle est assez simple. Vous êtes un athlète de haut niveau. Quels seraient les conseils que vous avez à formuler, parce qu'on parlait beaucoup de sport tout à l'heure, notamment aux plus jeunes pour tout ce qui est préparation mentale, parce que effectivement, le sport de haut niveau, on l'oublie assez souvent, c'est une préparation mentale de tous les instants. Et quels seraient vous les conseils que vous donneriez à nos jeunes? La première des vérités, c'est qu'il faut pas se mentir à soi. Donc en fait, la première des choses qu'il faut pouvoir décharger l'enjeu, c'est de bien se préparer. Et dans cette optique d'engagement et de préparation, c'est de pouvoir s'entraîner assidûment, bien, encadré, et que ça soit ne pas trop en faire, mais aussi ne pas assez n'est pas bon. Et en fait, la haute performance nous a montré cette année, du coup, avec tout l'encadrement, qui était le plus important, c'était surtout la qualité de nos entraînements au lieu de la quantité. Donc c'est vrai que le premier conseil que je donnerais, c'est de pouvoir aussi la volonté d'être très curieux, de côtoyer peut-être des joueurs, comme vous l'avez bien ciblé, d'athlètes de haut niveau qui ont cette expérience-là, et finalement on parle de sciences d'héritage, et finalement c'est le même pour nous, quel que ce soit olympien et paralympien, parce que finalement on a une différence, c'est peut-être ce côté très spécifique de s'adapter, du coup, que ce soit pour nos fauteuils mais aussi par rapport à nos pathologies. Et ce fruit d'expérience, il est aussi bien français, et je pense que le premier conseil, ce serait de partager toute cette expérience-là. Le deuxième, sur le côté psychologique, qui est l'enjeu, qui peut être une très grosse source finalement de stress. Mais comme tout athlète, c'est de pouvoir être dans cette notion de maîtrise. Donc, c'est se confronter. On est dans l'accomplissement et non pas dans la perspective. Exactement. Voilà, c'est ça. Je retiens quelque chose d'énorme de ce que vous avez dit, Jonathan Hiverna. Vous avez commencé à dire on ne se ment pas à soi-même. Et comme la question de Mathieu Hoc, c'était pour les jeunes, ne pas se mentir à soi-même, c'est aussi ne pas mentir à papa et à maman. Souvent, ça va très très loin. Bravo à tous les deux sur. Non, mais c'est vrai, c'est très important. Alors, question Aleksandar Nikolic. Oui, bonsoir Jonathan, et bravo de représenter notre pays sur ces Jeux paralympiques. Moi, j'avais une question simple. Est-ce que en tant que représentant justement de la nation, vous bénéficiez au-delà de primes, de médailles, éventuellement, d'un accompagnement qui fait suite à la compétition. Je pense notamment, par exemple, à l'achat d'un véhicule, TPMR. Enfin, est-ce qu'il y a un suivi ensuite? Ça, c'est ma première question. Si je peux me permettre une deuxième question, il y a 3 fédérations pour les personnes en situation de handicap. La Fédération française handisport, la Fédération française de sport adapté pour ceux qui ont un handicap intellectuel, la Fédération sportive des sourds de France. On voit, par rapport à ce que vous expliquiez, que vous nous avez fait découvrir un petit peu votre discipline, parce qu'on connaît pas toujours ces disciplines. Comment, à travers ces 3 fédérations, vous arrivez, est-ce que vous savez s'il y a qu'est-ce qui peut être développé, et est-ce que vous soutenez des initiatives pour faire découvrir justement ces sports le plus proche des populations de gens qui peuvent se reconstruire par le sport? Donc, Aleksandar, on prend les choses dans l'ordre. Déjà, Jonathan, on rappelle, vous dépendez aussi de l'Agence nationale du sport, qui aide à la préparation, bien sûr, des athlètes de haut niveau. Ça, on n'y revient pas, mais la question d'Aleksandar est très importante. C'est-à-dire que sur votre quotidien, est-ce qu'il y a un suivi après? Alors, sur notre quotidien, il y a vraiment un suivi. On a donc la chance auprès de la Fédération française handisport, depuis nos derniers gros résultats, de bénéficier donc d'un dispositif de la très haute performance qui garantit minimum de 40 000 euros à l'année à chaque athlète qui prétend à la sélection, donc au nombre de 12 au rugby fauteuil.
Et sur les à côté, d'un point de vue d'accès donc au matériel, si je comprends la question, on bénéficie aussi donc d'un dispositif qui est auprès de notre MDPH, qui est la maison donc des personnes en situation de handicap, qui permet de compenser cet achat, donc c'est-à-dire très onéreux comme notre matériel donc pour nous véhiculer, nos fauteuils de sport qui coûtent entre 12 000 et 14 000 euros, donc c'est des pièces qui sont très spécifiques et qui coûtent très cher. Donc c'est vrai que cet argent-là vient auprès de l'administration très spécialisée, mais sur le côté de la fédération, on va avoir un rôle de conseil, d'accompagnement pour pouvoir du coup compenser et trouver des solutions à chaque situation. Ouais, mais c'est très bien sur la première question d'Alexander Nikolic, effectivement, et peut-être rappeler que beaucoup de personnes à mobilité réduite hésitent justement à trouver un club, ne serait-ce sur la question du fauteuil, donc c'est très important. Sur l'histoire des 3 fédérations, alors on doit aller très très vite, mais c'est vrai qu'il y a 3 fédérations, mais déjà il y a un problème d'organisation et d'accueil au niveau du CIO. Toutes ces fédérations ne sont pas au CIO, hein, vous nous le confirmez, Jonathan. C'est bien ça, oui. On va dire que chaque fédération a vraiment son engagement, ses acteurs et cette dimension aussi autour de pouvoir prendre en charge les différents handicaps que vous avez pu citer. Et finalement aussi la démocratisation du mouvement parasportif, et si on doit globaliser, n'est pas totalement représenté par exemple aux Jeux paralympiques, parce que je pense aux Deaflympiques qui sont vraiment aussi des jeux aussi réservé pour ces personnes sourdes, du coup, qui ont les mêmes engagements que nous aux Jeux paralympiques. C'est vrai que peut-être il y aurait quelque chose à faire pour pouvoir rassembler. Il y aura en tout cas des débats la semaine prochaine. Ça sera une semaine Jeux paralympiques. On en parlera sur Sud Radio. Il y a plein de thèmes, notamment être inclus aussi dans ce qu'on appelle les jeux dits valides, et puis aussi les différences de catégories en fonction du handicap. C'est pas simple. Question de Philippe Bouriaki. Alors, une question vraiment légère du coup, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. La 3e mi-temps, elle existe ou pas en para? Alors, comme toute chose qui se respecte, on est une très grande famille du rugby. On sait être très sérieux dans les moments clés de préparation, mais aussi on sait bien fêter comme il se doit, parce que c'est un honneur de faire partie de cette famille du rugby. Donc la réponse est oui. Donc on se verra au Club France pour fêter ça alors. Oui, parce que va y avoir le Club France, on le rappelle, à la Villette. Ce sera gratuit, l'entrée sera gratuite. Les halles de la Villette. Entrée gratuite. Vous concluez, Antoine? Une dernière toute petite question, parce que c'est vrai on est un peu juste concluez peut-être, mais on est serré. Allez-y. Oui, parce que vous faites partie de la team Décathlon avec justement Teddy Riner. On s'était rencontrés à ce moment-là avant les Jeux Olympiques. Est-ce que justement c'est un mélange entre athlète para, athlète olympique? Est-ce que vous avez eu des messages notamment de la part de Teddy Riner pour vous encourager à quelques jours des Jeux Olympiques? Est-ce que vous sentez également cet élan monter? Évidemment, une réponse courte, cher Jonathan. Bien sûr, je sens énormément de ferveur de personnes que je côtoie et que finalement que je ne connais pas, mais d'autant plus du team athlète, dont la personne que vous avez pu citer, Teddy Riner, qui est notre capitaine du team Décathlon, qui nous encourage et qui a, je pense, fait bien le relais pour nos Paralympiens. Magnifique, merci. Qu'est-ce que ça donne envie d'y aller, hein? Allez, on va y aller. Vous y allez. Moi j'ai les places pour le basket fauteuil, pour le parathlétisme. Prenez vos places, tout ça, super. Merci Antoine Mazère. Antoine, vous partez en vacances. Je voudrais vous féliciter parce que les moments que vous nous avez fait partager avec vos médaillés olympiques et la paralympique, chapeau. Profitez bien. On revient dès jeudi pour justement les Jeux paralympiques, parce qu'on va aller soutenir nos athlètes para. Ça va être exceptionnel, la fête sera folle. Mais nous, vous nous quittez. Voilà, c'est comme ça. Bon, dans un instant, le tour de table des vraies voix sur Sud Radio. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Alors, on commence par le tour de table de l'actualité, on en fait un, et puis après, on fera la petite respiration. Alors justement, Philippe Bouriaki, vous vouliez revenir sur cette période, on est en plein JO, allez-y, ça tombe bien, parce que c'est vous qui avez eu le moins de temps, là vous en prenez, allez-y. Ça va être très rapide, moi maintenant je dis place aux Paralympiques, puisqu'on a connu les Jeux Olympiques, l'engouement pour nos athlètes ne doit pas redescendre d'un cran. Et ça, je m'adresse à tous nos concitoyens et je suis persuadé que tous les Français et les Françaises vont à nouveau supporter nos champions, nos sportives. Il reste encore beaucoup de place pour les soutenir, donc allez-y. En plus, elles sont pas chères.
vraiment pas cher. Ouais. Là, mon histoire, je vous parlais là, de la demi-finale, j'ai acheté à 50 €. Demi-finale, catégorie A, demi-finale, Carrément. plus un match de classement de basket fauteuil. C'est extraordinaire ça. Et donc il faut qu'on aille les soutenir parce que le troisième homme, c'est le public et il est capable de vous transcender, de vous pousser, de vous porter. Et faites-nous encore briller, faites-nous rire, faites-nous pleurer, donnez-nous des étoiles, ramenez-nous des médailles. Et puis pour toutes celles et tous ceux qui nous ramèneront de médailles, parce que malheureusement il y a des 4e, des 5e, etc. Allez-y, donnez tout, ne regrettez rien, c'est une chance extraordinaire. Vive les Jeux, vive la France, vive la République. C'est beau ça, Philippe Bourriaki. Chez nous. Je me prépare pour le Premier ministre, là, j'ai vu que... Bon, vous irez, messieurs, Mathieu Hoc? Oui, on ira, bien sûr, on ira. Et puis effectivement, je rejoins ce que vous avez dit. Je pense que la parenthèse qu'on a eue avec les Jeux Olympiques, si les athlètes paralympiques français pouvaient justement la prolonger un peu au regard de toutes les problématiques sécuritaires, migratoires, éducatives, économiques, etc. et politiques, ça serait vraiment fantastique. Vous qui êtes branché foot, vous savez qu'il y a le Cécy Foot dans le stade au pied de la Tour Eiffel, qui accueille le beach volley. Alexander Nikolic, vous irez? Oui, pour tout vous dire, j'ai reçu une invitation par la région aussi. Donc j'ai fait plusieurs événements des Jeux Olympiques. J'irai également aux Jeux Paralympiques. Dès que je peux aller voir des événements sportifs, j'y vais. Et c'est super important. Le sport permet je pense d'unir le peuple français. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques. On a vu c'est aussi une revendication patriote qui est très belle à voir de tous les Français parce qu'on s'assimile pas, on s'agrège pas à quelque chose de faible, à du néant. Nos victoires, ce rayonnement, il est important justement pour faire peuple. Et donc que ce soit aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques, c'est quelque chose qui est très important. Et souvent le sport est parfois pas assez considéré politiquement, alors qu'une des actions politiques, comme ça a pu être le cas dans l'histoire avec Herzog et récemment encore on l'a vu, peuvent avoir un impact très positif pour l'unité de la nation et du peuple français. Herzog, l'escalade se poursuit pour vous, cher Alexander Nikolic. Moi, alors, c'est écoutez, pas que l'escalade, Herzog. Herzog, si je peux me permettre, Herzog, après l'échec de 60 à Rome, il y a des grandes discussions avec De Gaulle. Il y a une vraie politique sportive, des gymnases, des infrastructures à côté de chaque collège, chaque lycée. Après l'échec de Tokyo, justement en 64, pour préparer Mexico, qui avait lieu à 2200 mètres d'altitude, on font remet en un an le centre en altitude le plus moderne du monde. Dans les on Pyrénées. multiplie par 7 nos médailles d'or entre Rome et Mexico. Et il y a les prémices de l'INSEP avec la Halle Mégro qui est construite en 65. La base du sport français et nos succès, ils ont été faits aussi par De Gaulle et Herzog dans les années 60. Incollable, jeune mais connaît l'histoire. Alors justement, tout à l'heure vous nous avez dit que vous étiez de la nouvelle génération. Moi, sur l'ancienne génération et les années 60, vous savez, en cyclisme sur piste, il y avait la paire Trentin-Morlon. Et en fait, ils étaient sur les tandems. C'était super spectaculaire. Et ça a disparu des championnats du monde de toutes les épreuves de cyclisme sur piste. Sauf que, en paracyclisme, eh bien, vous avez cette fabuleuse discipline donc un dit valide qui est devant et un non-voyant derrière, et vous retrouverez ces matchs, ces face-à-face en tandem comme au bon vieux temps. Voilà. Allez, il faut y aller aux Jeux Paralympiques. La suite du tour de table dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Et nous poursuivons notre tour de table. Nous avons eu le droit à ce thème cher à Philippe Bourriaki sur les Jeux Paralympiques. Nous passons maintenant au choix de Mathieu Hoc. Alors Mathieu, vous revenez sur les inégalités entre les écoles. Vous voulez en fait parler du phénomène que les parents les plus modestes cherchent de plus en plus à éviter l'école publique. Oui, en effet, c'est quelque chose à laquelle on assiste depuis de plus en plus d'années. C'est que aujourd'hui, l'école publique devient ce qu'on pourrait appeler un territoire perdu de la République, dans la mesure où elle est aujourd'hui à la fois soumise au nivellement par le bas, puisque les résultats scolaires démontrés par les enquêtes du classement PISA font que les enfants sont de moins en moins bons, et à la différence de l'école privée notamment, et l'école n'est plus aujourd'hui un sanctuaire, puisqu'on constate malheureusement une multiplication du nombre d'actes de violence, du nombre d'actes contre la laïcité à l'école. Et donc l'école publique, qui aujourd'hui au départ devait être le sanctuaire de notre République,
n'est plus un refuge alors que c'est pourtant le service public des plus démunis. Dans certains endroits, il faut peut-être préciser, parce que moi mes enfants sont allés à l'école publique et tout va bien. Bien sûr. Et chiffre à l'appui, évidemment, c'est quand on regarde le nombre d'actes violents dans les écoles publiques. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, et c'est aussi, ça fait le lien avec votre sujet du début sur l'allocation rentrée scolaire, c'est que initialement, c'était les plus aisés qui pouvaient fuir cette école publique qui, justement, était moins bonne et moins sécurisée. Et aujourd'hui, on assiste de plus en plus à des familles qui essayent de contourner la carte scolaire, des familles issues des classes moyennes, voire des classes populaires qui n'en peuvent plus de cette école, qui sont dégoûtées de l'école publique et qui cherchent à mettre leurs enfants dans les écoles privées, quitte à même payer davantage, quitte à même, on va dire, sacrifier une partie de leur fin de vie et de leur fin de mois, pardon. Et je trouve que c'est quelque chose qui est navrant. Donc ça, c'est une étude que vous avez menée. Vous nous rappelez que nous avons menée effectivement au sein de notre think tank. Comment donc le millénaire, comment les familles fuient aujourd'hui l'école de la République. D'accord. Et donc on peut retrouver cette étude sur votre site internet, le millénaire. Le millénaire, très bien. Et évidemment, j'imagine que certains responsables de l'éducation nationale viendront vous en parler et vous donneront évidemment leur droit de réponse. Voilà pour votre tour de table, cher Mathieu Hauck. Le vôtre, Aleksandar Nikolic. Vous voulez revenir sur les difficultés des modes de scrutin actuels qui, on l'a vu, favorisent la multiplicité de blocs. On va dire déjà 3, là. Oui, moi je suis convaincu qu'il y aura une dissolution dans 10 mois et je pense qu'on arrivera à dégager une majorité absolue avec le Rassemblement national. J'espère que d'ici là, peut-être qu'on pourrait proposer, c'est peut-être l'occasion lors de ces blocages, de consulter les Français par des référendums parce qu'ils le demandent massivement. 70% par exemple veulent un référendum sur l'immigration, mais sur la vision de la justice, sur ça on peut faire des référendums par rapport à ça. Enfin, les Français pourraient être écoutés, mais oui, effectivement, depuis 2022, il n'y a pas de majorité qui se dégage. Alors qu'on arrive à avoir des majorités claires dans toutes les collectivités françaises, que ce soit dans les régions, dans les communes, avec des modes de scrutin qui sont adaptés. Mais vous demandiez la proportionnelle, si on l'a, ça serait encore pire, non ? Je vais vous répondre. Allez-y. On se retrouve un petit peu comme dans une situation de blocage comme on pouvait connaître lors de la 4ème République. Depuis la 5ème République, il y avait vraiment 2 blocs. Il y avait un bloc de droite, un bloc de gauche, souvent qui se réunissaient avec des alliances et donc qui dégageaient des majorités. Aujourd'hui, il y a 3 blocs principaux depuis 2022, c'est très clair. Et on se retrouve donc dans ces situations de blocage. Ça fait 2 élections consécutivement qu'il y a ce blocage. Donc oui, moi je pense qu'une proportionnelle avec une prime majoritaire, comme on le retrouve dans les collectivités, ça donc permettrait là, par exemple, ça serait le nouveau Front populaire qui aurait le pouvoir. Non, c'est dans votre système. Écoutez, non, parce que parce qu'ils sont associés. On a fait plus de voix. Oui, votre donc, parti, mais eux, comme ils se regroupent. Non, mais même si on prend en tout, si on prend juste le nombre un tour. Non, mais si on prend juste le nombre de voix, on a fait le plus de voix. Donc on serait arrivé en tête globalement en France, et donc on aurait eu un nombre de députés correspondant à ce nombre de voix, plus une prime majoritaire pour dégager des majorités. Mais vous savez, c'est ce qui se passe dans les régions et dans les communes. Ceux qui arrivent en tête ont une prime, par exemple, de 25%, et donc ils arrivent ensuite à dépasser les 50% et être majoritaires. Et donc ceux qui sont placés en tête peuvent décider vraiment d'une politique claire. C'est et les Français, je pense que c'est ce qu'ils demandent, parce que les Français aiment que les idées soient très identifiées. On se retrouve dans une configuration actuellement, on voit des appels de Gabriel Attal, par exemple, ou d'autres, à des gens qui ont des idées aux antipodes, qui viennent de signer un programme du nouveau Front populaire sur la régulation carcérale, qui va entraîner, juste ça libérerait 20% des détenus. Développez pas. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est assez absurde, parce que je pense que les Français sont attachés à des idées claires pour choisir leur avenir. Bon. Et ce changement de scrutin le permettrait à l'échelle d'un État en plus parce qu'il vous arrangerait. En plus parce qu'il vous arrangerait. Mais pas que sincèrement. Moi, je veux éviter le blocage, vous savez. Il faudra pas changer après, si jamais ça vous arrange pas. Juste une petite réaction en 10 secondes, Philippe Bouriaki. Le blocage peut être évité avec le compromis. On le voit bien à l'Assemblée européenne où siège Aleksandar. Effectivement, sur les municipalités, la liste qui arrive au 2e tour, ou même au premier tour, si elle dépasse 50%, elle a 50% des sièges et tout le reste c'est à la proportionnelle de toutes les listes. Pareil pour les régionales, c'est 25% la prime majoritaire. Ça pose un souci, c'est que là, vous allez avoir 400 listes.
Là, du coup, oui, il y a ça aussi. Ça sera des scrutins de liste. Vous allez avoir 400 listes, et donc toutes celles qui feront. Parce que si c'est la proportionnelle, regardez par exemple aux européens, on a eu 35 listes. On ne savait plus pour qui. Avec beaucoup d'ailleurs qui diffusent pas de bulletins, parce que sinon ils sont pas. Quand vous faites moins de 3% aux européennes, vous n'êtes pas remboursé. Sur les élections nationales françaises, c'est souvent moins de 5%, vous n'êtes pas remboursé. Je vous ai pas interrompu. Je voudrais juste vous dire que sur ce coup-là, on va se retrouver avec une multitude de listes, donc on va être obligé de mettre une grille en disant en dessous de moins 3 points, vous avez 0 élu, par exemple. Et donc, si vous avez une centaine de listes dans les régions. Non mais j'y arrive. Si vous avez une centaine de listes qui font 2-5, vous allez vous retrouver avec 30% des sièges qui vont être reventillés sur les gros trucs et on va avoir un problème sur les on arrive à le faire dans les collectivités locales. Parce que du coup, moi, ça me donne l'idée d'un thème. On va le faire la semaine prochaine parce que en plus, ça nous amène sur l'actualité. Et si je vous ai laissé d'ailleurs un petit peu dépasser, c'est parce que finalement, vous nous amenez le coup de projecteur dans un instant. Donc, merci Alexander Nikolic parce que ça nous donne donc une idée de débat, je le note. En tout cas, revenons à cette actualité qui est liée. Ils entrent par les jardins vêtus de leurs habits de réception, bien décidés à empoigner Matignon. Les représentants des forces politiques échangent avec Emmanuel Macron depuis ce matin. Mardi, a priori, nous connaîtrons le nom du nouveau Premier ministre, 51 jours après le verdict des législatives. Dans un instant, donc, nous vous posons la question du jour de notre coup de projecteur, #Premier ministre. Les rencontres avec les partis politiques peuvent-elles influencer le choix d'Emmanuel Macron ? Vous avez vu que comment c'est parti déjà sur le tour de table, ils vont débattre les vraies voix. Vous aussi, les auditeurs de Sud Radio, vous allez sur le compte X, vous répondez déjà à cette question. Est-ce que ces rencontres entre les partis politiques peuvent influencer le choix d'Emmanuel Macron ? Et puis surtout, 0800 26 300 300 0826 300 300 pour participer au débat. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à les interpeller là, nos 3 vraies voix, parce qu'ils sont faciles, mais si vous les défiez, peut-être qu'ils vont se liquéfier. On va voir. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Eh bien, nous y sommes, le coup de projecteur, les vraies voix. Vous les entendez qui poursuivent leur discussion en antenne. Philippe Bouriaki, conseiller régional d'Île-de-France, commissaire au sport et Jeux Olympiques et Paralympiques et co-porte-parole national d'écologie au centre. Autre vraie voix, Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et puis, pour sa première dans les vraies voix, Alexander Nikolic, député européen et président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire. C'est donc parti pour le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. De quoi se demander si les rencontres à l'Élysée entre le président de la République et les différents partis politiques ne vont pas tempérer les débats. Ben oui, parce que les représentants du nouveau Front populaire sont ressortis ce midi rassurés par Emmanuel Macron sur sa volonté de cohabiter. Nous verrons. Le défilé se poursuit depuis les jardins et depuis ce midi, les déclarations vont dans le sens de la nomination incessamment sous peu d'un Premier ministre. Ce serait mardi. Aussi la question du coup de projecteur que nous vous posons sur le compte X de Sud Radio, #Premier ministre. Les rencontres avec les partis politiques peuvent-elles influencer le choix d'Emmanuel Macron ? Je vous donne la tendance dans un instant. Si vous voulez, je vais y arriver, si vous voulez intervenir, Aude vous attend au 0826 300 300. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous, Mathieu Hoc, qui des 3 vraies voix est le moins positionné politiquement finalement. Est-ce que vous pensez que le président de la République a fait ces rencontres pour l'aider à trouver ? C'est une bonne question. Je pense pas. Je pense qu'il utilise cet événement politique pour faire ce qu'on appelle un coup de communication. C'est-à-dire que il a compris, je pense, que les Français l'estiment responsable d'un déni non pas démocratique mais de réalité, c'est-à-dire que le parti présidentiel a perdu les élections, a perdu à 3 reprises les élections. Déjà dès les législatives de 2022, les Français lui ont dit Monsieur Macron, il faut partager le pouvoir avec d'autres personnes. Il n'a pas entendu ce message-là. Aux européennes, ils lui ont rappelé avec la pire déroute électorale pour un parti présidentiel depuis les années 80 aux européennes. Et puis les législatives ont confirmé cet état de fait. Je pense qu'Emmanuel Macron
Macron aujourd'hui, ce qu'il cherche à faire, c'est à légitimer son propre récit politique, c'est-à-dire qu'en fait, il a dit ce matin, et c'est pour ça que je faisais le clin d'œil en entrée du nouveau Front Populaire, il leur a dit je reconnais mes erreurs. Bien sûr, visiblement, ça les a séduits. Ouais, parce qu'il est obligé de le faire. Le déni de réalité ne peut pas continuer comme ça pendant longtemps. Mais par contre, il essaye de conforter son récit. Son récit est le suivant, c'est-à-dire qu'il dit les élections internes à l'Assemblée nationale, donc notamment l'élection de Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée nationale, ont permis de montrer que le seul bloc capable de pouvoir proposer un nom de Premier ministre et un gouvernement, c'est ce qu'on appelle un Premier ministre issu du bloc central. Parce que justement, c'est en additionnant les voix de la coalition Ensemble, les voix des Républicains et les voix de l'IOT, c'est ce groupe-là qui s'approche le plus des 289 députés. Ils sont à 240 à peu près. Or, la difficulté qu'il va avoir maintenant, c'est comment élargir ce bloc-là. Et donc je pense que cet événement-là était aussi de peut-être prendre la température, mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il sait très bien que ni le Rassemblement national ne peut ouvrir, enfin il ne pourra pas ouvrir avec le Rassemblement national, et il ne pourra pas s'ouvrir avec LFI, avec le nouveau Front populaire, et même les socialistes. Ou une partie, même avec les socialistes, vous dites. Les socialistes sont prisonniers de leur alliance électorale avec le nouveau Front populaire, mais on pourra y revenir. Bon, alors, les auditeurs, sur le compte X de Sud Radio, pour l'instant, à la question, je rappelle, répondez, donnez-nous votre avis, les rencontres avec les partis politiques peuvent-elles influencer la décision d'Emmanuel Macron? Vous dites non à 89%. Bon, je m'y attendais un petit peu, mais quand même, vous, Philippe Bourriaki, il y a un intérêt pour chaque parti, pour chaque tendance d'y aller pour infléchir un peu? En tout cas, le nouveau Front populaire a été d'un bloc pour dire c'est nous, point barre, et vous acceptez, sinon à la rentrée, ça va être un petit peu compliqué, rentrée sociale. Mais ils auraient pu arriver en disant certes, personne n'a gagné, en vérité. Il y a 3 blocs. Mais on peut travailler en totale intelligence. Élargir, concevoir un gouvernement d'union nationale, parce qu'en vérité, le mensonge du nouveau Front populaire, quand ils disent on a gagné mécaniquement et numériquement, oui, ils sont un petit peu en tête devant les autres. Mais en vérité, ce qui a gagné, ça a été le Front républicain, pour éviter l'accession au pouvoir du Rassemblement national. C'est ça qui a gagné. Et rien d'autre, en vérité. Et tout le monde se renvoie la balle en disant non, mais enfin, un jeu de dupes. Alors que donc, au bout du compte, personne n'a la légitimité. Mais alors, Philippe Bourriaki, mais justement, ces rencontres, du coup, ça sert à fomenter le prochain gouvernement. Je pose la question sur le Premier ministre. C'est la main tendue. Le président de la République fait une main tendue, mais vous avez d'un côté les macronistes, la droite et le Rassemblement national qui disent s'il y a un LFI ou un ELV au gouvernement, nous, motion de censure. Donc déjà, ça casse tout ce bloc-là de composition. Le Parti socialiste, et tu as raison, il est un petit peu prisonnier en disant, bah écoute, si on bouge une oreille, s'il y a dissolution, ils vont nous mettre 577 candidats, là, les fous furieux de la France insoumise. Donc ils sont un petit peu bloqués. Sauf que vous avez des sociodémocrates qui sont en train de sortir un petit peu du bois, et on l'a vu avec Barthelone récemment, on le voit avec Glucksmann qui dit il faut passer l'ère Mélenchon. On le voit aussi avec Yannick Jadot, qui se démarque clairement, qui disent oui, on le fait à l'Europe, pourquoi pas le faire en France? Et je crois que ça, c'est quelque chose qui doit être envisageable et envisagé. Alors, Aleksandar Nikolic, je le rappelle, vous êtes membre du Rassemblement national, ça vous empêche pas donc d'être vraie voix ce soir. Vous sentez exclu, c'est-à-dire vous, votre parti va y aller, mais est-ce que vous avez l'impression que ça vous sert à quelque chose d'y aller? Dès qu'on est invité pour pouvoir exprimer des idées et pour que les Français vivent mieux, on le fait. On avait, vous savez, en 2017, Emmanuel Macron était totalement contre le nucléaire. Nous, on soutenait justement et on demandait un soutien sur la filière nucléaire parce qu'on savait l'impact que ça pouvait avoir sur le prix de l'électricité. Et on l'a constaté avec 70% d'augmentation en moins de 10 ans, par exemple. Mais sur dans beaucoup de domaines, il y a eu parfois des petits changements comme ça. Dès qu'on peut essayer d'influencer, on le fait. On va suggérer, je parlais tout à l'heure des référendums pour qu'enfin on consulte les Français. On va demander une dissolution dans 10 mois pour que on essaie de dégager en tout cas une majorité plus claire, parce que sur ces élections législatives, vous parliez d'un front républicain. Tout ça, ce sont des mots, parce que en quoi le Rassemblement national n'est pas républicain? Enfin, aujourd'hui, soyons sérieux. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire vous traînez quand même un certain passé, Alexandar. C'est pour ça. Mais de quel passé vous parlez? Parce que honnêtement, celui qui est issu du Front National, c'est-à-dire du Front National, vous avez gardé le N et puis le Pen aussi. Ça fait quand même quelques filiations. Non, mais donc le Rassemblement national ou le Front national n'était pas républicain, je sais pas. Moi, je trouve que nos idées qui prônent justement une identité. Le Front national. Vous avez fait le deuil du Front national ou pas?
Non mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parler d'idées. En fait, en quoi pouvez-vous me citer une idée qui n'est pas républicaine au sein de notre parti? Vous pouvez refouler les idées qui étaient tendance mais quelles idées, quelles idées dans le programme? Les idées dans le programme qui ne l'étaient pas. Et même sur l'affiliation. Vous êtes prisonnier de ça. Non mais on n'est pas prisonnier. C'est ça qui va vous bloquer encore longtemps. Mais attention, excusez-moi. Parce que moi, j'aime pas qu'on parle un petit peu de manière abstraite. Enfin, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il y a dans notre Constitution? Toute souveraineté réside dans la nation, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai pas de souci. Moi, si vous pouvez vous présenter. Alexandre, si vous pouvez vous présenter aux élections, pour moi, vous êtes un parti républicain, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Je ne dis pas que vous n'êtes pas un parti républicain, je dis que ce qui a gagné, c'était ce qui a été vendu, le Front républicain anti-Rassemblement national, et c'est ça qui a gagné. Avec des gens qui ont peut-être eu peur que, comme quand on exerce des fonctions dans les communes qu'on dirige, ça se passe mieux et qu'on soit réélu systématiquement et que les gens constatent qu'essayer le Rassemblement national, ça fonctionne bien. Vous êtes en train de parler d'un truc d'il y a 30 ans, à chaque fois qu'on gagne, en 2014, par exemple, ou en 2020, d'il y a 30 ans, mais la question c'est ce que vous avez rompu avec ce qui se faisait il y a 30 ans, Alexandre Nikolic. Je pense que ce qui intéresse les gens, c'est comment on fait pour qu'ils vivent mieux concrètement. Et nos mesures en termes de pouvoir d'achat, de sécurité, notre programme sur l'immigration, c'est ça qui les intéresse concrètement. Et ils peuvent le constater dans les communes qu'on dirige, où on arrive systématiquement à baisser la fiscalité, où on arrive à baisser la dette, où on gère bien, justement, et où les choses s'améliorent. Et c'est pour ça qu'ils réélisent des maires du Rassemblement national. Moi, après, si vous me posez la question, qu'est-ce qui peut ressortir de ça? Mais c'est quoi les propositions? Lucie Castet, proposée par le nouveau Front populaire. On l'a vu à l'œuvre. Elle est aux finances de Paris en tant que fonctionnaire depuis 2020. La dette est passée de 6 milliards à 9. Elle a augmenté la taxe foncière de 62%. C'est ce qu'elle a souhaité et ce que les élus ont ensuite validé à la mairie de Paris. Il faut lire son collectif Nos services publics. Et la question était qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres avec Emmanuel Macron? Je vais vous répondre. Je n'entends aucune proposition sérieuse, concrète, avec quelqu'un qui peut peut-être apporter quelque chose donc est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Cazeneuve qui incarnait le hollandisme, Monsieur Bertrand. Non mais la question n'est pas. Mathieu Hoc. Quand on regarde les autres pays européens notamment, et quand on regarde comment ça se passe, la question n'est pas un non, c'est plutôt déjà quel programme. Ah bah oui. Et effectivement, il y a des partis qui proposent des choses. On ne peut pas dire que les Républicains n'ont pas proposé. Et en ce sens, les rencontres avec Emmanuel Macron servent à ça. Justement. Et est-ce que vous voteriez des textes à l'Assemblée nationale qui sont contre l'assistanat pour réguler les flux migratoires, etc. C'est des questions qui sont posées. C'est 2 points différents déjà. Oui, mais ils en ont écrit 13. J'ai lu les 13 points. Vous lisez les 13 heures, vous voyez si vous votez ou pas. Mais après, et ensuite après, c'est ça qui intéresse les gens. Exactement. Et ça, je suis d'accord que vous êtes engagés à ça. Ils sont engagés à voter les choses qui sont dans l'intérêt des Français. Le RAID l'a fait en partie. Comme on l'a fait. Nous, on n'est pas sectaire. Oui, non, mais ensuite, après, je terminerai dessus. Ensuite, c'est que se passera-t-il pour notamment dans la tête d'Emmanuel Macron, par rapport à la question que vous posiez. Oui. Moi, nous pensons que Emmanuel Macron va utiliser éventuellement l'idée d'un gouvernement technique ou un gouvernement non politique qui serait soutenu par une partie du bloc central pour préparer un budget austéritaire, puisqu'on est sous le coup d'une procédure de déficit excessif, afin de pouvoir mettre en difficulté, en tout cas, de pouvoir poser la question aux oppositions, au Rassemblement national et notamment le nouveau Front populaire, est-ce qu'ils voteraient un budget de cette nature-là, sachant qu'il y a des... D'accord, en fait, la consultation, c'est ça. Pour essayer de renverser la table, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est c'est lui qui bloque aujourd'hui, en réalité. Mais dans les prochains mois, il pose la question, est-ce que ce ne seront pas les oppositions nationales qui bloqueront ? Donc, alors, les 3 vraies voix, quoi qu'il arrive, on est d'accord, ces rencontres servent, puisque ça permet l'échange et déjà la préparation de l'après. Simplement, vous dites, on est d'accord, ça ne sert à rien, c'est pas ça qui va influencer le choix du Premier ministre. C'est ce que vous dites, Alexandre Nikolic. Oui. Et quand on parle d'idées, si je peux me permettre, parce que c'est ça qui va intéresser les gens. Moi, je suis surpris quand j'entends la Macronie qui est capable, qui dit qu'elle veut s'ouvrir même jusqu'à ELV. Enfin, ELV, qui est un programme aux antipodes. Là, on parlait d'énergie, mais quand on prend vraiment point par point, ça va à l'encontre totalement de ce que peut proposer aujourd'hui les macronistes. Et même sur comment ils défendent leurs idées. Quand vous voyez ce qui se passe à Sainte-Soline, les violences qu'il peut y avoir, par exemple, c'est un parti qui prône la désobéissance civile. C'est pas le parti, ce sont des groupes activistes. Non, mais par contre, ELV refuse leur dissolution. ELV refuse leur dissolution. Et moi, j'ai déjà fait des débats avec des membres de ELV qui m'ont dit qu'ils assumaient défendre la désobéissance civile pour défendre leurs idées. Ça veut dire le non-respect de la loi. Sachant qu'il y a plusieurs courants à ELV. Et d'ailleurs, vous en êtes l'exemple, Philippe Bouriaki, puisque vous avez quitté ce parti pour aller dans les écologistes au centre. Mais ce qui compte, c'est les chefs quand même. Non, ce qui compte,
c'est les adhérents. Non, Alors, mais effectivement, non, j'y arrive, s'il vous plaît. Moi, sur le LV, je pense que je maîtrise le sujet. Allez-y, mais effectivement, il y a des gens au sein de LV qui sont hyper intéressants, qu'on appelle les jadodistes, qui sont très proches de Yannick Jadot, qui est plutôt un socio-démocrate écolo, environnementaliste. Mais et là, c'est Macron compatible, c'est gouvernement large compatible, par exemple. C'est intelligence compatible plutôt que Macron PS, c'est compatible. PS, c'est compatible. Voilà, une certaine partie d'LR, c'est compatible. Complètement, oui. Donc le schéma, c'est ça. Il doit trouver quelqu'un qui va rajouter un petit peu chacun. Monsieur, ils viennent de signer le programme du nouveau Front Populaire qui prône le droit d'asile climatique, la régulation carcérale, chez Europe Écologie Les Verts, et il y a une partie majoritaire chez Europe Écologie Les Verts. L'augmentation des dépenses publiques. J'y arrive. Il y a une partie majoritaire chez Europe Écologie Les Verts. Allez, on termine. Oui, il y a une partie majoritaire chez Europe Écologie Les Verts qu'on appelle plus communément la firme, avec les wokistes de Sandrine Rousseau, avec qui on ne peut rien faire et rien construire, et qui seront toujours affiliés. C'est un satellite aujourd'hui de la France Insoumise, c'est pour ça que je m'en suis sauvé. Mais il y a des gens qui sont très intéressants, et y compris au PS, des sociodémocrates. Donc moi j'ai un nom, celui de Karim Bouamram, le maire de Saint-Ouen. Le fameux maire de Saint-Ouen, un nom qui revient souvent, effectivement. Alors, les vraies que Karim voix ne gêne pas le Rassemblement national, et on aura la démonstration s'il est nommé. Les vraies voix. Sachez que les auditeurs ont dit non à 90%. Ce ne sont pas ces rencontres qui vont permettre de faire évoluer le choix de Premier ministre par Emmanuel Macron. Effectivement, ce qui ressort de vos débats, c'est qu'il y a des gens qui peuvent être compatibles. Le tout, c'est de le trouver. Ça s'appelle un puzzle, et il y a des gens qui arrivent avec les puzzles à 1000 pièces à faire ça assez rapidement. Visiblement, il faut plus de 51 jours à Emmanuel Macron pour mettre... Juste une phrase. Il faut conclure. C'est faux. Ils sont pas compatibles. Ils ont signé un programme qui va pour vous. Monsieur Attal, pour eux, ils sont compatibles. Alexandre, que ce que dit Gabriel Attal est raciste quand il dénonce le manque de laïcité à l'école, le danger pour la laïcité à l'école. Alexandre Nikolic. Elle dirige le groupe écolo, par exemple. C'est pas une incompatibilité. Il faut fermer la maison. Il faut fermer la maison. Merci Alexandre Nikolic. Merci Mathieu Hoc. Merci Philippe Bouriaki. Messieurs, c'était un plaisir. Vous nous avez fait avancer dans le débat, même si on n'a toujours pas de réponse. Mais c'est comme ça. On l'aura la semaine prochaine. Merci à Quentin Danis, notre réalisateur. Dans un instant, les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons